Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. Tu veux faire l'intro ? Tu veux que je fasse l'intro ? Il n'y a pas d'intro à faire, je pense. Moi, je suis déjà parti. Ah, t'es déjà parti. Alors, on est déjà parti. Avec vous. Ok. On est déjà en train d'enregistrer. Ouais. Et du coup, moi, ce que je voudrais quand même poser en introduction, en tout cas en début de conversation avec toi, Gilles, et te remercier bien évidemment pour ce moment qu'on va passer ensemble, c'est de dire qu'on est au 6B, de poser le lieu dans lequel on enregistre là aujourd'hui, le 6B qui est le lieu qu'on est en train de créer avec Romain, dont on parlera probablement plus tard, plus longuement. Mais en tout cas, c'est le premier enregistrement qu'on fait dans les travaux. On est assis par terre. Il y a des gravats partout autour de nous. Voilà, on n'est pas du tout dans un beau... ne vous imaginez pas un beau studio d'enregistrement de podcast. Et à la fois, c'est très symbolique. Et je suis très heureuse que ce soit avec toi qu'on pose ici le premier enregistrement du podcast, puisque le lieu aura... une de ces vocations qui n'est pas du tout l'essentiel, mais en tout cas de pouvoir accueillir aussi nos enregistrements et de pouvoir le faire avec toi, qui a créé des lieux, enfin qui a créé un lieu en particulier, tu vas nous en parler, Gilles, bien entendu, mais un lieu de rencontre, un lieu différent, un lieu où la différence a toute sa place et à la fois qui est un lieu très inclusif. Il y a beaucoup de résonance avec ce qu'on est en train de faire là et le fait qu'on soit ici, donc je suis moi très touchée parce que c'était pas prévu, en tout cas ça se passe comme ça, mais on l'avait pas non plus prévu de faire ça ici. Pour tout dire, on est mercredi et donc les enfants sont à la maison, donc voilà, le lieu nous héberge en plein travaux. Voilà, je voulais juste dire ça en intro et te remercier beaucoup. Et moi, je voulais aussi en profiter pour remercier Géraldine, qui nous a connectés. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est la première fois qu'on se voit en vrai, mais c'est notre deuxième rencontre. La première a été virtuelle, nous. Et ça a été un moment très intense, très émouvant pour nous, très inspirant, inspiré par la personne que tu es, ce que vous faites, c'est une rencontre qui nous a donné une énergie très forte, qui est l'énergie de la vie. Et donc, merci Gilles d'avoir accepté cette invitation à t'asseoir et à témoigner au micro de Tipping Point. Est-ce que tu veux nous dire qui tu es ? Avec plaisir. Juste avant, j'ai envie effectivement de revenir sur le lieu dans lequel on est. En face de moi, il y a une partie de la toiture, en tout cas du faux plafond qui a été écroulé. Donc je vois des bouts de bois avec des pointes, des sacs plastiques, des bouts de plâtre par terre. Et en fait, c'est hyper évocateur pour moi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on déconstruit pour construire quoi d'autre, qui est quelque chose, je pense, qui peut nous rassembler, en tout cas dans ce que vous faites et dans ce qu'on a entrepris. Et je vais déplier ça plus tard. Mais voilà, le lieu me va parfaitement. Les sacs de plâtre et les bouts de bois par terre, j'adore. Qui je suis, j'ai envie de dire, je suis un homme qui marche son chemin,
voilà, avec des doutes, des difficultés, des interrogations, des rencontres, des moments de partage, et peut-être quelque chose d'une foi profonde, que c'est vraiment possible de créer des espaces et des temps de rencontres qui nous rapprochent plus que ce qu'elles nous divisent, avec les différences avec lesquelles nous vivons les unes, les uns et les autres. Je pourrais dire aussi que j'ai 54 ans, que j'ai 3 enfants, et que voilà, ça aussi c'est une aventure, et c'est aussi un chantier permanent. On a l'impression d'élever nos enfants, mais quand je regarde un peu dans le rétro, c'est aussi eux qui nous élèvent au sens de font grandir. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. J'ai eu la chance du coup d'accueillir 3 enfants dans ma vie avec Marie. Et voilà, il y a une de ces 3 enfants qui est arrivée sur Terre dans un format inattendu. Et c'est peut-être de ça dont on va parler. Parce que c'est aussi un élément de... Alors on est sur le podcast Tipping Point, mais c'est un élément profond de bascule dans ma vie et dans notre vie. Et c'est vrai que c'est un sujet que jusqu'alors on a très peu abordé sur le podcast, alors même que, donc pour le nommer, hein, le sujet du handicap. Alors même que nous sommes tous porteurs d'un handicap, quel qu'il soit, et qu'on en a plein chacun. Et pour autant, on ne l'aborde jamais sous cet angle-là. On aborde souvent le sujet de la normalité contre ou en opposition à quelque chose d'autre. Et le regard que toi tu portes et l'expérience que tu transmets, que tu apportes, je la trouve absolument essentielle et fondatrice dans encore la compréhension de qui chacun, enfin de ce que nous sommes à l'intérieur et de ce que chacun de nous est, de ce dont on porte véritablement, parce qu'on, voilà, je pense on a tous dans une certaine mesure chacun nos forces, nos vulnérabilités, nos limites, les choses qu'on voit, les choses qu'on voit pas, les choses qu'on sait nommer, les choses qu'on sait pas nommer. Et toi, tu l'as expérimenté peut-être d'encore plus près, en tout cas avec plus de conscience, je dirais. Je sais pas trop quoi dire par rapport à ça. En tout cas, ce qui est évident pour moi dans le parcours qui est le mien et qui est le nôtre, c'est que aujourd'hui, dans nos pays dits développés, parce que c'est pas partout pareil en fait, dans d'autres cultures, et ça c'est aussi un apprentissage quand on discute avec des personnes qui vivent dans vraiment d'autres références culturelles. Mais accueillir un enfant avec handicap en France aujourd'hui, c'est d'abord un problème en fait. Et on va regarder tout ce qui ne va pas avant de regarder la personne qui arrive. Et j'ai envie de dire, ce regard-là, pour des parents qui vivent déjà dans cet accueil-là, je passerai sur les conditions de l'annonce du handicap. Je n'ai pas envie de déplier ça là, mais sur la difficulté et le chemin que ça demande aux parents,
En tout cas, c'est pas ce qu'on a vécu. On n'a pas regardé d'abord la personne qui est arrivée. On a d'abord regardé le handicap et ça a duré pendant des années. Et donc ça construit aussi un regard et ça construit un parcours malgré nous, j'ai envie de dire. Et pour reprendre son pouvoir et retrouver un chemin qui regarde d'abord la personne et regarder de quoi a envie cette personne, c'est quoi ses élans, c'est quoi ses potentiels, qu'est-ce qui fait qu'elle se lève le matin. Et ben ça nous a pris du temps. Voilà, ça nous a pris du temps. Lucille est née avec ce qu'on nomme une microcéphalie, c'est-à-dire elle est arrivée avec son cerveau qui ne s'était pas développé normalement en fin de grossesse. On a appris ça au 7e mois de grossesse. Elle est née aussi quasi non-voyante, pas complètement non-voyante, mais très malvoyante. Ça nous a été expliqué bien plus tard et écrit dans le dossier médical sans que ça nous soit d'ailleurs communiqué parce que le médecin spécialiste avait décrété qu'on n'était pas en capacité d'apprendre cette nouvelle. C'est la neuropédiatre qui nous a lu le bilan qui avait été fait par ce spécialiste. Quand j'y repense, je trouve ça complètement fou. Et Lucille n'a pas eu non plus accès au langage. En tout cas, pas un langage verbal articulé comme je peux le faire là maintenant. Et pendant des années, on a accompagné notre fille et on s'est accompagné nous sur comment lui, entre guillemets, la ramener dans les courbes de la normalité. On avait les yeux rivés sur le carnet de santé avec les courbes de poids, les courbes de périmètre crânien, quand est-ce qu'elle va s'asseoir, quand est-ce qu'elle va pouvoir se déplacer à quatre pattes. Et ça a pris du temps, mais vraiment beaucoup de temps pour qu'on lâche ce rapport à ce référentiel-là. Aussi parce que le monde qui nous entourait médical et des spécialistes, avec la meilleure intention du monde, essayer de la ramener dans ces courbes-là. Ça, c'est le monde adulte, finalement, qui essaye de la ramener dans les courbes de la normalité. Est-ce que le monde des enfants, c'est-à-dire ses frères et sœurs ou ses pères, les autres enfants, est-ce qu'ils ont le même rapport quand Lucille est petite? Qu'est-ce que tu observes? J'ai envie de dire, pour son frère, c'est sa sœur, quoi. C'est d'abord sa sœur avant d'être un nom de handicap. C'est d'abord sa sœur. Pour les autres enfants, c'est un questionnement, en fait. Lucille est née en même temps qu'il y a des personnes qui étaient à la maternité avec nous au même moment. Et du coup, les filles ont passé quelques temps ensemble. En tout cas, on se voyait beaucoup. Il n'y avait pas ce regard Voilà, il y avait une différence. Il y avait juste une différence. Ouais. Avant l'arrivée de Lucille, toi, ton rapport au handicap, t'es quel type de personne, justement? T'es bien dans la normalité? T'es à l'aise avec la différence? C'est quoi justement le rapport? Enfin, c'est qui le Gilles d'avant? Alors, quand tu me poses cette question, ça me renvoie à un souvenir qui avait été extrêmement fort pour moi. Et je pense que j'ai pas repensé à ça depuis je sais pas combien d'années. Donc vraiment, il y a une image qui m'est revenue. Je pense que j'étais étudiant. Je devais prendre le train. Donc j'étais à Aix-en-Provence. Je montais à Paris pour rejoindre mes parents, je pense. Et je m'étais installé dans le train avec un Walkman. À l'époque, il y avait des bandes magnétiques. Et je m'étais dit, je vais me faire un bon voyage tranquille tout seul dans ma bulle. Et il y a un jeune homme qui s'assoit à côté de moi et qui avait ce qu'on nomme une infirmité motrice cérébrale. Mon premier réflexe, c'était un jugement
J'ai pas envie en fait que cette personne bizarre vienne s'asseoir à côté de moi. Et ce gars-là, il a mangé pendant le voyage, il a bu, et je voyais bien qu'il était en difficulté de faire ces gestes qui pour moi étaient hyper simples. Et je sentais que ça me gênait en fait. Et après mon voyage, j'ai été gêné d'être gêné. C'est-à-dire que j'avais aussi un sentiment de culpabilité en disant mais quel regard tu portes sur ce gars que tu connais pas? C'est quoi qui te gêne? Qu'est-ce qui est difficile pour toi? Et ça m'avait bousculé, mais vraiment fortement, intimement, mais je comprenais pas pourquoi. Je sentais que j'avais un malaise et que je ne savais pas comment accueillir ce malaise. C'est très bizarre que je revienne sur ce souvenir. Je sais pas, je devais avoir 18 ans, 19 ans, 20 ans. Je sais pas pourquoi ça revient là. Est-ce que tu veux nous parler de ton rôle de parent? Parce que pour Lucille, est-ce que tu es d'abord et avant tout son papa, et à la fois l'accompagnant aussi, et à la fois, tu vois, quels sont tes rôles pour accompagner Lucille vers l'âge adulte? Du coup, c'est un long chemin. Il y a plusieurs choses. Une chose que j'ai envie de vous partager, là, qui est vraiment, j'ai envie de dire, de l'intime de ma relation avec Lucille, c'est que dans la préparation à l'accouchement, on avait fait de l'aptonomie. Et il y avait des réponses qui étaient complètement dingues. Quand je mettais ma main sur le ventre de Marie, elle venait vraiment se poser contre ma main et on jouait à être en lien, à communiquer. Et la vie était là, et la relation était là. Et je vous dis ça parce que cette expérience-là, sans les mots, sans la vue, derrière la peau du ventre, a été un repère et une ressource hyper forte dans ce qu'on a vécu après. C'est-à-dire que une partie de moi savait qu'il y avait quelque chose qui était intègre chez elle, et une partie d'elle savait qu'on était là aussi, sa maman bien sûr, et moi aussi. Et c'est subtil, parce qu'il n'y a pas de mots, c'est une expérience tactile, sensorielle. Mais là, il y avait quelque chose de cette reconnaissance, je pense, mutuelle d'une intégrité qui a été vraiment hyper importante pour la suite. Pour répondre à ta question, en fait, les rôles, ils se sont écrits en marchant. D'abord le papa, parce que c'est ça qui était là pendant les premiers mois. Et puis après, un accompagnant de la vie quotidienne. Quand vous accueillez dans votre vie un enfant qui est dépendant dans tous les gestes de la vie quotidienne, ce que vous faites pendant quelques mois et qui petit à petit évolue, ça reste. Donc tous les gestes de la vie quotidienne, eux, se sont perpétués. Donc il y avait le papa et il y avait aussi l'accompagnant qui se sont... Ce rôle-là qui s'est instauré avec une autre expérience que celle que j'avais faite avec Maxime, le frère de Lucille. Et puis après, il y a d'autres rôles qui sont venus après, c'est-à-dire un rôle comment dire, d'entrepreneur social, si je mets ce mot-là, mais je pense qu'on va avoir un peu de temps pour expliquer ça plus tard. C'est-à-dire un rôle de porteur de dynamique, de projet, de solutions alternatives, de refuser et de refuser ce qui est proposé par défaut dans l'accompagnement des enfants en situation de handicap et du coup après des adultes, pour pouvoir créer d'autres possibles.
pas en opposition avec ce qui existe, mais en complément des réponses qui sont apportées aujourd'hui en France. Je dirais qu'il y a un autre rôle qui s'est aussi construit dans le chemin et qui, pour le coup, est un tipping point hyper important. C'est quand Lucille a 7 ans et qu'on découvre qu'on peut communiquer avec elle différemment après la lecture de livres, de rencontres avec des personnes et une séance chez une orthophoniste à Marseille qui peut, par l'intermédiaire d'un clavier, donner la parole à Lucille. Et donc, juste vous imaginez, votre enfant vous a jamais parlé, vous vous asseyez chez une orthophoniste et avec l'aide d'un clavier, Lucille s'exprime avec cette orthophoniste pour vous dire ce qu'elle a au fond du cœur et ce qu'elle vit. Donc là, c'est une révolution totale et complète de notre manière d'échanger avec elle. C'est à la fois une révolution et en même temps une forme d'évidence. Donc il y a quelque chose de très paradoxal, comme si quelque chose que je pouvais sentir intimement peut être dit et se révéler. Et donc ça, c'est aussi un rôle, c'est-à-dire prendre le temps, se former, écouter Lucille régulièrement, tous les jours, pour lui permettre d'exprimer ce qu'elle a à dire et offrir au monde. Juste sur ce point-là, d'écouter un enfant, puisqu'elle était enfant, qui, en apparence en tout cas, n'a pas la parole. J'avais rencontré une maman qui a un garçon en situation de handicap et qui a fait la même expérience et qui me disait la première fois qu'on m'a montré que c'était possible, j'étais tellement en colère et j'ai nié et il m'a fallu des mois parce qu'en fait le monde m'avait tellement renvoyé l'image que mon garçon de toute façon avait une déficience mentale très forte, ne pourrait jamais communiquer, ne pourrait jamais parler, qu'il m'a fallu des mois et des mois pour accepter que c'était possible et que je pouvais communiquer avec lui. Toi, tu dis au contraire, en fait, c'était une évidence. Avec Marie, tous les deux, ça a été facile d'accompagner Lucille dans la parole plus subtile ou enfin tu vois ma je vois bien. Ça peut être évident et pas forcément facile. Évidence dans le sens où c'était une évidence pour moi qu'elle avait quelque chose à dire, en fait, qu'elle avait quelque chose à partager, que ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il y avait quelque chose d'intègre en elle et que cette partie-là qui est inaliénable pouvait s'exprimer. C'est à la fois une évidence et en même temps c'est pas facile parce que du coup quand moi-même je l'écoute, qui c'est qui s'exprime, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est moi, qu'est-ce qui est le produit de notre rencontre, écouter quand la personne est en grande difficulté ou en souffrance, c'est hyper difficile. Ce que nous a partagé Lucille pendant des mois, c'était pas facile à accueillir et à entendre. C'était aussi tous les endroits de souffrance qu'elle pouvait porter et qu'elle captait du monde autour d'elle aussi. C'était pas que sa souffrance à elle intrinsèque, c'était aussi la souffrance de la place dans un monde qui lui fait pas sa place. Donc c'était pas facile et en même temps c'était ouvrant en fait par rapport à un possible différent et comment dire pour le coup changer fondamentalement de regard sur elle, mais plus largement sur la vie, c'est-à-dire que ce que je vois est une partie de la réalité et pas toute la réalité. Il y a aussi plein de choses que je ne vois pas et que je ne peux pas attraper qui pour autant sont là. Et ça, c'est un cadeau. Un cadeau.
de pouvoir recevoir et vivre cette expérience. Et je dis pas que c'était facile. Et je dirais même que c'est le chemin avec un enfant avec handicap, c'est un chemin qui est parsemé d'embûches, de difficultés, parce que le quotidien est difficile, parce qu'il est très sollicitant, très impliquant. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a vécu. Et parce que permettre qu'elle ait une place en équivalence dans le monde dans lequel on vit, eh ben, c'est pas offert. Et donc, si c'est pas offert, il faut le créer. Et ça a été un long chemin j'ai envie de dire, de coopération qu'on a fait avec elle et avec d'autres. Et justement, sur ce chemin, le point de départ, il ressemble à quoi ? Tu parlais du mode des institutions par défaut. Le point de départ, il est... et vraiment, c'est important pour moi de ne pas opposer les réponses, parce que Lucille, elle a été accueillie en institution à l'âge de 5 ans. Entre-temps, Emma, sa sœur, était née. Et quand elle a été accueillie, pour nous, c'était vraiment hyper important qu'il y ait un endroit où elle puisse être accueillie la journée et où nous, on puisse se déposer nos corps, nos cœurs, notre tête, et qu'on puisse s'occuper de nous. C'est-à-dire revenir à l'intérieur de nous dans un chemin d'introspection pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on venait de traverser, c'était quoi ce chaos dans lequel on était, retrouver des points d'appui, chercher du sens. Et ça a été hyper important qu'elle puisse être accueillie à cet endroit-là pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, on avait découvert effectivement la possibilité d'échanger et de communiquer avec Lucille quotidiennement. Et elle criait sa volonté d'être dans le monde, en fait, d'être en interaction avec des pairs, de pouvoir vivre sa vie et pas d'être assigné à résidence dans un espace limité, toujours avec les mêmes personnes jusqu'à la fin de sa vie. Je ne sais pas d'ailleurs si ça fait rêver beaucoup de monde d'imaginer que quelqu'un va décider avec qui vous allez vivre pendant les 35 ans qui arrivent, toujours dans le même lieu. Et donc, ce que tu évoques, Romain, c'est en fait, à un moment, on a essayé d'amener des points de vue différents, des questionnements pardon, au sein de l'institution dans laquelle elle était accueillie, pour que ça puisse bouger, et pour nous, qu'il y ait quelque chose qui puisse se mettre en mouvement. Et quand on a compris qu'on n'y arriverait pas, et que cette énergie, on essayait de lutter contre, était vaine, on a décidé de mettre cette énergie pour... Et je me rappelle très bien, ça paraît une anecdote, mais pour moi et pour Marie, c'est un moment, je veux dire, assez signifiant. En rentrant un soir après une réunion qui s'était mal passée, on avait vraiment beaucoup de colère. On a hurlé les vitres ouvertes en rentrant à la maison avec Lucille. On s'en moque. C'est pas comme ça qu'on l'a dit, mais là, je le fais poliment parce que on s'en fout. Lucille ira à l'école. Voilà, comme une déclaration à l'univers. Voilà, Lucille ira à l'école. Et Lucille a quitté l'institution. On a décidé de l'enlever de l'institution quelques mois après. Et on est allé voir la directrice de l'école du village en lui disant, voilà, nous, on veut que Lucille ait son nom sur la liste des élèves. Et c'est notre seule demande. Elle a dit, mais vous rigolez ou quoi ? Si vous voulez inscrire Lucille à l'école, on va lui faire une place. Et on lui fera la place qu'on peut, mais on va lui faire une place. Et donc, après avoir quitté l'institution, Lucille est rentrée à l'école primaire, dans la classe supérieure à celle de sa sœur. Symboliquement, c'était aussi quelque chose de lui donner une place en équivalence aux autres enfants de son âge. Donc, la bascule, c'est vraiment ce truc de... Là, l'énergie qu'on met, ça produit rien. Il faut qu'on réoriente cette énergie pour quelque chose. Et donc, on a reconstruit une dynamique d'accompagnement à partir du domicile avec des gens qu'on a du coup salariés pour accompagner notre fille à domicile dans un projet de vie à l'extérieur de la maison et à la maison.
Elle était toute seule dans ce cas-là? C'est-à-dire que vous l'avez soutenue pour qu'elle puisse aller à l'école, le chemin que vous avez fait avec elle, est-ce que vous étiez les seuls à le faire? En tout cas, de ce que tu voyais, ou d'autres parents également étaient en soutien de ça? Dans cette situation-là, on était les seuls. Et c'est hyper important ta question parce que c'est aussi la question du fait qu'elle soit seule, ça a été un point qu'on a repris plusieurs années après pour justement faire évoluer le projet qu'on construisait là à partir de la maison. Parce qu'à un moment, Lucille, c'était difficile pour elle d'être le seul point d'attention d'un groupe de personnes qui marchaient à ses côtés. C'était vrai à la maison, c'était vrai à l'école. Et du coup, elle a souhaité après ne plus être seule et de pouvoir vivre une vie avec des amis. Et ça, c'est vraiment un autre moment de bascule. Par contre, par rapport à ce que tu disais, on était seul dans ce cas-là et on n'était pas seul. C'est-à-dire que quand on a commencé cette aventure-là, nous, on pensait que voilà, c'était super parce que du coup, Lucille pourrait vivre sa vie avec d'autres et que c'était génial pour elle. Mais ce qu'on a reçu en retour des enfants de sa classe, des instituteurs, institutrices, de la directrice de l'école et plus tard au collège, puisque ça a été aussi le cas au collège, c'était qu'en fait, quand elle était là, il y a quelque chose qui se passait dans le lien avec les autres enfants. Eux étaient aussi enrichis de sa présence, de sa différence, de ce qu'elle pouvait, elle, exprimer sur ce qu'elle vivait dans ces dynamiques avec les autres enfants et les jeunes ados. Et ça, c'était vraiment quelque chose... on était tellement focalisés dans notre parcours de parents pour prendre soin d'elle et s'assurer qu'elle puisse avoir des conditions de vie qui étaient chouettes, j'ai envie de dire, comme les autres enfants, qu'on n'avait pas du tout mis dans notre fond d'écran le fait que ça puisse nourrir les autres. Et en fait, ça a été vraiment une très 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 belle surprise et la confirmation déjà, parce que ça va se poursuivre, que en fait, on a à apprendre les uns des autres et on a à s'enrichir vraiment les uns des autres, et notamment des personnes qui nous semblent très éloignées. Parce que ça nous demande de franchir nos rideaux de protection, d'accepter d'être transformé par la rencontre. Vous utilisez dans votre podcast beaucoup le mot de résonance, donc on est vraiment dans cet espace de la résonance. Je vais à la rencontre et je sais qu'en allant vraiment à la rencontre, il y a quelque chose chez moi qui va pouvoir changer. Tu l'as dit à plusieurs reprises, Lucille nous a dit, elle s'est exprimée, et tu as parlé d'écoute, alors même que tu nous as dit au départ, en fait, elle n'a pas la capacité de s'exprimer verbalement. C'est quoi cette écoute dont tu parles ? C'est ce que j'expliquais sur le rendez-vous qu'on a fait chez l'orthophoniste après la lecture du livre de Anne-Marguerite Vexio sur la communication facilitée, une approche qui était rapportée d'Australie, puisqu'elle avait fait un voyage en Australie, mais qui était aussi développée aux États-Unis à Syracuse, qui permettait à des personnes dites non-verbales de s'exprimer par l'intermédiaire du soutien d'un facilitant qui tient la main au-dessus d'un clavier, et le clavier qui pointe des lettres, qui crée des mots, qui crée des phrases. Et nous, en lisant le premier livre d'Anne-Marguerite Vexio, il y a vraiment quelque chose qui nous a sauté au visage, comme à la fois une évidence que Lucille pourrait s'exprimer comme ça, et en même temps des grands doutes. Et on a appelé cette association, on a trouvé le numéro de cette orthophoniste, on est allé faire cette séance, et on est ressorti bouleversé. Et après on s'est dit, mais on fait quoi là ? On va attendre 1 mois pour qu'elle puisse à nouveau parler pendant une demi-heure ou 45 minutes. C'était juste pas possible. On avait ouvert un espace qui nous semblait impossible de refermer. Et donc on a décidé de se former.
de rencontrer d'autres personnes qui pratiquaient, de faire des ateliers. Et quand Marie a appelé l'association en disant mais comment on fait en attendant la formation, elle disait mais vous êtes les parents, essayez, allez-y. Voilà, donc on a vécu cette expérience de s'asseoir à côté de notre fille, de lui prendre la main avec le clavier et de sentir l'impulsion, son impulsion dans ma main qui va du coup pointer ce clavier pour nous partager ce qu'elle vivait. Et quand je dis qu'elle nous partageait ce qu'elle vivait, c'était des choses très concrètes de ce qu'elle pouvait vivre au quotidien et aussi toute une dimension, j'ai envie de dire, subtile, profonde, poétique qu'elle a ouvert et qu'elle a partagé autour d'elle et qui était complètement à la fois fluide et surprenante, de profondeur et de justesse. Peut-être que le regard que je peux porter aujourd'hui, c'est que les filtres qu'on se crée en avançant dans l'âge et dans l'éducation de protection, des personnes comme Lucille, en fait, ils ne les créent pas, ces filtres-là. C'est comme un enfant qui naît et qui est, on dit, en connexion avec le cosmos. C'est des choses qui peuvent être... en tout cas, c'est une image qui me parle. C'est comme si cette connexion, elle restait en permanence. Et c'est à la fois incroyable et en même temps, ça peut être très douloureux parce que du coup, de ne pas savoir se protéger quand on va dans le monde, ça peut être souffrant. Et donc, son chemin à elle, ça a été d'apprendre à mettre des protections et notre chemin vers elle, ça a été d'enlever des protections pour qu'on puisse faire cette rencontre. Et tu l'as dit, elle s'exprimait sur des choses très pragmatiques, très concrètes et sur des choses plus poétiques. Et d'ailleurs, elle a écrit des livres, des livres. Un livre. Un oui. livre. Oui. Et elle chantait, et des chansons, en tout cas des textes. À quel moment est-ce que vous vous rendez compte qu'elle a cette fibre poétique, qu'elle a envie d'écrire, qu'elle a envie de chanter ? Il faut imaginer que quand tu es privé de l'usage de la parole et qu'on te donne la possibilité d'exprimer, en fait, tu as envie de le faire. Donc, son envie de s'exprimer, elle était permanente. C'est tellement loin de notre vécu quotidien que le fossé, il est immense. Mais et on peut faire cette expérience-là. Nous, entre guillemets, on a joué pendant 24 heures, on te bande les yeux, tu parles pas, quelqu'un t'accompagne dans tous les jeux de la vie quotidienne. Tu vois bien qu'il y a plein de moments où tu as envie de dire des trucs. Donc, s'exprimer, l'envie, elle était là. Et quand est-ce qu'on a découvert sa poésie ? J'ai envie de dire tout de suite, en fait. Les constructions... Les constructions de ces textes avaient une couleur très poétique et une forme de sagesse en fait qui était hyper inspirante. C'est pas quelque chose qui a été appris, mais du coup là on va dans d'autres espaces. C'est pour moi une espèce de connexion à la conscience quoi. Et donc il y a quelque chose qui est là et qu'elle traduit avec le soutien d'une personne. Et quant à ses chansons, alors le livre, elle l'a coécrit avec Marie, sa maman. Au début, c'était vraiment un livre de Marie sur son parcours de maman et qui s'est tissé et construit aussi dans des temps de dialogue avec des textes de Lucille qui sont venus éclairer le parcours de la naissance, des choses que j'ai un peu racontées dans la découverte de cette écoute et du chemin que ça crée. Voilà. Du chemin que ça crée.
comment est-ce que tu prends soin de toi dans toute cette période d'enfance de Lucille, où tu viens de le nommer, vous l'accompagnez et tu l'accompagnes énormément. Comment est-ce que toi, tu grandis avec ça Pendant une période, c'est un peu en mode... je parlais de chaos tout à l'heure, un peu en mode survie, quoi. Moi, je fais face à ce qui est là. J'essaye de me relever quand je me casse la figure. Que le bateau sur lequel on est embarqué ensemble avec la famille se renverse pas trop, et s'il se renverse, qu'on le remette à flot, qu'on écope et qu'on reparte. Je prends une métaphore parce que c'est plus facile que de rentrer dans des détails, mais pendant un moment, en fait, c'est là, tu fais face. Le sentiment, moi, que j'ai à ce moment-là, c'est que voilà, faut avancer, faut faire avec, et puis elle a un grand frère, elle a une sœur, Emma, sa sœur, et la vie continue. C'est vraiment un challenge, mais la vie, elle est là, quoi. Donc, comment je prends soin de moi Peut-être une manière de prendre soin de moi, c'était d'aller faire, de sortir en nature, d'aller chercher de l'énergie dehors. Et puis, aussi, à un moment, de commencer un chemin intérieur. Toute la ressource, je ne peux pas la trouver dehors. Donc, et là, je dois saluer l'initiative et l'impulse de Marie. C'est souvent elle qui a engagé les pas de ce chemin de réflexion personnelle, d'introspection, de compréhension de ce qu'on vit, de recherche de sens, de généalogie, psychogénéalogie, travail personnel. Et donc ça déclenche quelque chose qui m'amène aussi à quitter mon boulot, parce que je touchais l'importance et la qualité de la parole, parce que quand tu l'as pas, t'as pas la même vie. Et j'étais dans un endroit professionnel où, en tout cas pour moi, c'était important à ce moment-là de pouvoir dire ce que je vois, ce que je vis, ce que je ressens. Et je pouvais plus avoir des discours qui étaient à côté d'une forme en tout cas de recherche d'alignement ou d'intégrité. Donc je démissionne de mon job en 2007, et puis je fais vraiment une conversion professionnelle pour aller dans le métier de l'accompagnement, du coaching, parce que là j'ai une parole libre. Je viens accompagner des personnes, des équipes ou des collectifs à partir de ce que je vis, de ce que je ressens et de ce que j'observe. On ne me demande pas de dire des choses avec lesquelles je ne suis pas en accord. Oui, et puis cette part d'accompagnant, finalement, elle était déjà en toi, dans ton cercle familial, de manière très différente. Mais tu vois, le fait d'accompagner d'autres, le système, de trouver ses points d'équilibre, de trouver ses ressources, c'est quelque chose que tu fais depuis la naissance de Lucille, finalement. Est-ce que tu as fait ce parallèle-là ou pas du tout? Pour toi, c'était des choses complètement distinctes? Alors, je ne l'ai peut-être pas fait tout de suite. Par contre, le parallèle que j'ai fait au fur et à mesure des années de la pratique, c'est que je me suis rendu compte que vivre avec Lucille, c'était aussi développer une capacité d'écoute au sensible, au-delà des mots, c'est une forme de yoga, en fait, quotidien, ou de pratique quotidienne, d'une écoute plus sensible. Et
Et ça fait partie de moi parce que c'est mon chemin de 25 ans de vie auprès de ma fille. Et ça, je ne l'ai pas appris en formation. Je l'ai appris en déformation avec elle, plutôt. Voilà. C'est sûr. Est-ce que tu veux nous parler de l'âge adulte, du coup, de l'entrée dans l'âge adulte qui, je crois aussi, est un point de bascule important? Oui. Donc j'ai parlé tout à l'heure du fait qu'elle a quitté l'institution à l'âge de 10 ans, elle allait à l'école, puis au collège, et à 17 ans, sa poursuite dans la scolarisation n'était plus possible. Pas pour nous, pas pour elle, mais pour les partenaires publics avec lesquels on était en interaction. Et du coup, son accueil au lycée nous a été refusé. Ce que j'ai compris après, c'est parce que en fait, l'école n'est pas obligatoire après 16 ans, donc on n'avait pas, nous, d'appui juridique pour qu'elle ait sa place, parce que la loi prévoit quand même qu'il y ait un accueil pour tous les enfants en école. Et donc à ce moment-là, on s'est dit, comme on avait déjà l'expérience de s'être mis la tête contre un mur, on n'allait pas se bagarrer contre quelque chose qu'on ne pouvait pas changer. Et à ce moment-là, il y a une de ses accompagnantes qui nous a proposé de l'accueillir 2 nuits par semaine chez elle. Et donc Lucille quittait la maison, elle était accompagnée le lundi à la maison, le mardi à partir de la maison, et elle revenait le jeudi soir, fin de journée. Et donc pendant 2 ans, elle a vécu vraiment sa vie dans une maison, dans un village pas très loin de chez nous, qui était une espèce de lieu où il y avait plein de jeunes qui passaient, et elle avait une vie très différente de chez nous. Elle regardait la télé, nous on n'avait pas de télé, mais elle passait du temps à regarder la télé. Elle vivait avec vraiment plein de jeunes et ça s'est super bien passé. Elle dormait très bien. Quand elle rentrait à la maison, elle dormait beaucoup moins bien et c'était beaucoup plus difficile. Mais là-bas, c'était voilà, elle était dans sa vie. Et puis elle était aussi regardée comme une enfant, comme une jeune avec les autres jeunes. Et puis au bout de 2 ans, cette personne nous a dit bon, moi j'ai envie de passer à autre chose. Donc Lucille est revenue à la maison à 19 ans. Et là, ça l'a pas fait du tout, mais pas du tout. Nous, on était déjà bien fatigués du chemin qu'on avait parcouru. Et elle ne voulait absolument plus revenir vivre chez papa-maman à 19 ans. Elle dit mais moi, j'ai envie de vivre chez moi, quoi. Et là, avec Marie, pendant du coup plus de 12 ans, on avait ajusté un mode d'accompagnement à partir de notre domicile. On avait ajusté tout ce qu'on avait pu, en rajoutant des week-ends, en changeant les amplitudes horaires, en permettant du coup à Lucille de vivre un peu à l'extérieur. Mais on voyait bien que ces ajustements ne permettaient pas de faire une bascule plus profonde dont elle avait besoin et dont nous, on avait besoin. Et là, on s'est dit, non, là ça va pas. Là. Il faut vraiment qu'on passe à un autre stade. Et voilà, moi étant un peu dans l'accompagnement, c'était un peu mon boulot quand même d'accompagner des collectifs qui se transforment. Marie, thérapeute, on s'est dit ok, on va se prendre 2-3 jours, là on va tout mettre à plat avec ce que nous disait Lucille, qu'elle voulait vivre chez elle, et avec d'autres, pour faire le lien avec ta question de tout à l'heure, c'est-à-dire pas la seule de laquelle on s'occupe du matin au soir. On va dessiner notre rêve. Et pendant 2 jours, on a vraiment, sous l'impulsion de Lucille et avec Lucille, on a dessiné notre rêve. Une colocation avec des amis de Lucille. À côté, on voulait qu'il y ait des voisins qui font le choix de vivre en proximité parce que ça fait communauté, il y a quelque chose déjà physiquement dans la structuration de l'urbanisation du lieu qui fait que il y a de la proximité, de l'échange, et puis on voulait qu'il y ait un espace, une salle qui permette d'accueillir des gens de l'extérieur et que tout ça puisse joyeusement être fertile. Et puis ce rêve, une fois qu'on l'a bien écrit et bien dessiné, on a commencé à en parler. Et en parlant, on a fait des rencontres extraordinaires et improbables, de personnes qui ont entendu ce rêve-là et pour lequel ce rêve a vraiment résonné et qui nous ont dit ok, nous ça nous intéresse votre truc,
on a envie de cheminer avec vous. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que quand Lucille a 5-6 ans, on crée une association qu'on appelle Ensemble et Différents, qui va nous aider aussi à collecter des fonds pour nous permettre Alors, l'objectif principal, c'était de créer des espaces de rencontre entre personnes privées de handicap et personnes avec handicap. Bien le dire dans ce sens-là aussi, ça bouge un peu nos repères, pour créer des espaces de rencontre réguliers pour que le regard petit à petit puisse changer. Et collecter des fonds qui nous a permis par la suite de payer des accompagnants de 9h du matin à 18h tous les jours, et puis un week-end par mois, et puis après 2 week-ends par mois, et après 3 week-ends par mois, parce qu'on n'avait pas, nous, les ressources financières pour le payer directement. Donc on avait besoin de cet argent, en plus des aides qui n'étaient pas du tout à la hauteur des besoins de Lucille. J'ai juste une question qui me vient. Comment font les parents qui soit n'ont pas du tout les ressources, soit qui n'ont pas les ressources, qu'elles soient financières ou les ressources de s'autoriser à rêver les choses différemment pour leur enfant, comme vous avez pu le faire en lui permettant d'aller à l'école, en après préparant le projet que tu vas nous expliquer juste après. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'institution dans laquelle Lucille était à 5 ans, en tout cas dans laquelle elle est rentrée à 5 ans, ces enfants-là vont rentrer dans cette institution-là et ne jamais en ressortir. Je vais commencer par ta dernière question. Les enfants qui rentrent dans des institutions comme ça, ils restent légalement jusqu'à 18 ans, et puis après ils sont censés rentrer dans des établissements pour adultes, mais il y a des listes d'attente. Donc il y a des ajustements juridiques pour permettre à ces jeunes de rester aussi longtemps qu'ils trouvent, aussi longtemps dont ils ont besoin pour pouvoir être accueillis dans basculer après dans l'autre Exactement. Sur la question de s'autoriser à rêver, ta formulation elle est hyper juste, parce que j'ai rencontré plein de parents qui n'osaient plus rêver, en fait. Qui savaient même plus que c'était possible, en fait, de rêver un avenir pour leurs enfants, pas parce qu'ils n'en ont pas les capacités. C'est pas ça la question, hein. C'est parce qu'ils se sont pris des murs, des portes qui sont épuisées, parce qu'ils ne se sentent pas écoutés, parce qu'ils sont seuls, et parce qu'au bout d'un moment, une des manières de traverser cette situation, c'est de te refermer dans un espèce de refuge avec un périmètre de plus en plus restreint, et où tu peux plus... Vraiment, tu n'as plus la capacité à imaginer un futur souhaitable parce que c'est trop difficile. Il y a un impensé et un impensable. Et voilà, j'ai vécu des situations où pour trouver les ressources nécessaires à l'accompagnement de Lucille, on doit aller défendre, j'utilise le mot à dessein, défendre les besoins d'accompagnement de notre fille pour avoir une reconnaissance d'heures de compensation de son handicap qui vont être traduits en financement pour pouvoir construire une réponse adaptée. Et voilà, tu vas dans des commissions, il y a 20-25 personnes avec des tables en U, toi tu es au bout sur ta petite table comme si tu passes un examen. C'est des moments où le sentiment que je peux avoir, que j'ai pu avoir, et entre guillemets, on avait la chance d'être deux, d'avoir fait le chemin ensemble, d'être plutôt à l'aise dans la prise de parole, de savoir structurer un discours, une présentation. Mais ça fait un peu double peine, hein. C'est que voilà, tu as une vie qui est vraiment compliquée, difficile, il faut te bagarrer tous les jours. Vraiment, le sentiment, c'est d'être en marge de la société. Et en plus, il faut que tu ailles défendre et expliquer et convaincre les gens
qui sont là que les besoins de ton enfant, ils ont juste besoin d'être couverts. Et il y a des endroits où on voit bien que il y a une réalité vécue et une réalité de réponse qui est en décalage. Et ça peut être très, très, très souffrant et très bloquant pour beaucoup de parents. Beaucoup de parents. Ouais, et c'est là où j'espère, en t'écoutant aussi, Gilles, que ça puisse donner l'impulsion ou l'inspiration ou je sais pas comment dire, la motivation justement de, malgré tout ça, se réautoriser ou s'autoriser tout court à rêver, puisque c'est ce que là vous avez fait. Et peut-être que tu peux nous en parler, mais vous êtes allé au bout du projet. Non seulement vous l'avez rêvé, mais vous l'avez construit, vous l'avez mis en œuvre, ce lieu d'accueil pour Lucille, pour ses amis, ce lieu de vie, au-delà d'un lieu d'accueil pour eux, c'est un lieu de vie fertile, comme tu le disais, où peuvent se rencontrer des personnes différentes. Et qui marche. Et qui est la démonstration qu'un autre futur est souhaitable et possible. Ouais, c'était vraiment dans la... Lucille disait ça très très fort. Quand je dis très fort, c'est que elle l'exprimait donc par ses mots, mais elle avait aussi... elle criait beaucoup et elle pouvait crier très 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 fort et très longtemps quand il y avait des endroits de tension qui n'étaient pas transformés. Elle disait « Ok, je le fais pour moi là, on le fait pour moi, mais on le fait pas que pour moi. On le fait pour moi, on le fait pour mes amis. Et si on fait la preuve que c'est possible, et que ça fonctionne, et que ça crée de la richesse, c'est quelque chose, effectivement, qui peut être repris et déployé ailleurs. » Du coup, j'ai perdu le fil, pardon. Non, pas de souci. Ma question, c'était, est-ce que tu peux nous parler justement, puisqu'on s'est arrêté au rêve, au fait que tu dessines ça avec Marie, mais avec Lucille, avec d'autres personnes aussi. En tout cas, tu réunis plusieurs parties prenantes et tu rencontres, ce que tu nous disais, c'est des personnes qui croient dans le projet et qui vont vous soutenir. Oui, effectivement. Ce rêve, après, c'est effectivement comment on l'a partagé. On l'a partagé avec... on avait organisé un week-end qu'on avait appelé la fragilité joyeuse. Et on a rencontré d'autres parents, d'autres jeunes adultes qui étaient dans des situations similaires, à qui on a partagé le rêve et qui ont dit « Ah oui, ça, ce serait vraiment génial. » Donc il y a des gens qui ont commencé à embarquer. Et puis il y a des relations d'amitié qui se sont créées entre Lucille et Estelle en 2015 et puis en 2018 avec Robin. Et ce rêve, en tout cas moi, j'avais vraiment à cœur et conscience que c'était bien de l'avoir à l'intérieur, mais qu'on avait besoin de le communiquer à l'extérieur. Et donc j'ai rencontré plusieurs personnes à qui j'en ai parlé. Et puis j'avais aussi besoin qu'il existe matériellement, parce que... Et j'avais discuté avec une amie architecte en lui disant « Est-ce que tu peux nous faire une maquette du truc ? Je t'explique ce qu'on veut, mais comme ça, on peut le voir et ça nous permet aussi de nous projeter dans quelque chose, un peu comme dans la théorie U, l'histoire de prototyper, là. Voilà. On fait exister quelque chose, c'est pas parfait, mais au moins ça existe et ça cristallise et à partir de ça, on peut déployer. » Et elle m'a dit « Ah, tu devrais rencontrer... la foncière Le Chênelet, parce qu'ils font des habitats sociaux dans le coin et c'est vraiment super ce qu'ils font. » Et puis je discute avec une autre personne qui me reparle de ce même bailleur social et foncière. Et puis la troisième personne qui m'en parle, c'est un ami à Fort-Calquier qui est co-gérant d'une coopérative qui construit des maisons en bois, en me disant « Mais nous, on assemble les maisons de cette foncière. Et si tu veux, je t'organise un repas avec le directeur de la foncière. » Je dis « Bah ouais, avec plaisir. Nous, on a besoin d'avancer. » Et donc, on se retrouve au restaurant avec cet ami qui organise le repas, le directeur de la foncière, son responsable financier. Et puis, voilà, il y a une rencontre qui se fait. Je parle vraiment... un peu comme je le fais là, de c'est quoi l'élan, qu'est-ce qu'on a envie de faire, pourquoi on a envie de faire ça comme ça, c'est quoi le parcours, et
Et ce qu'on croit profondément aussi, que je lui partage, je dis, mais en fait, en créant des réponses différentes et en permettant aux personnes avec handicap de vivre dans la cité, eux, ils portent des différences et des fragilités qu'ils ne peuvent pas cacher. Nous, on passe notre vie à essayer de planquer nos fragilités. Si on crée des possibilités de rencontres régulières, il y a quelque chose dans nos fragilités, dans notre rapport à notre propre fragilité ou vulnérabilité qui va pouvoir s'apaiser parce qu'on va pouvoir accueillir aussi celle de l'autre qui nous offre malgré lui. Et ça, je pense que voilà, c'est un des éléments qu'il a touché. En tout cas, il nous a dit, mais moi, j'ai bien envie de réfléchir avec vous. Ils nous ont invités à les rejoindre chez eux. Et on a passé 2 jours et demi chez eux avec 5 personnes de l'association. Et on s'est tapé dans la main. Et ils nous ont dit, nous, votre projet, il nous intéresse. On vous accompagne. Et ils nous ont dit, dessinez-nous le mouton. Nous, on s'occupe de la boîte. Nous, notre boulot, c'est de faire des boîtes. Vous voulez quoi? Et donc, voilà, on a fait une réunion avec les gens qui étaient impliqués dans le projet, en disant, on veut une coloc, on veut que dans la coloc, il y ait une place pour Lucille, pour Estelle et Robin, qui étaient 3 amis et qui avaient fait le choix vraiment de vivre ensemble, avec des chambres un peu plus grandes que des chambres classiques, pour qu'ils soient un peu comme dans un mini-studio, qu'il y ait une salle d'eau attenante. On veut aussi qu'il y ait une chambre pour l'accompagnant ou l'accompagnante de nuit pour leur permettre du coup d'être sur place. On voudrait un grand salon ouvert. On voudrait aussi une salle de bain pour qu'ils puissent se poser dans le bain parce que pour eux c'était hyper important et très apaisant de pouvoir être dans de l'eau chaude avec du sel, des lumières qui vont bien, etc. Et aussi, dans ce lieu, on veut que, je l'ai dit tout à l'heure, mais qu'il puisse y avoir de la proximité immédiate avec des personnes, des voisins sans handicap, privés de handicap, ou je sais plus comment le dire aujourd'hui, mais qui font le choix de vivre en proximité de ces personnes-là sans en avoir une responsabilité au quotidien. Et donc on dit, on aimerait avoir des logements autour. Et puis cette fameuse salle commune là, dans laquelle on peut faire des événements, célébrer des anniversaires, des fêtes, faire des concerts, des projections, faire des formations, accueillir des stagiaires, et puis aussi cette envie de pouvoir accueillir des artistes en résidence pour qu'ils puissent venir travailler leur processus créatif ici et qu'ils puissent échanger avec les colocataires pour voir qu'est-ce qui se passe dans mon processus créatif quand j'interagis avec une personne qui est différente de moi et qui a une sensibilité différente, comment je l'accueille, qu'est-ce qu'ils ont à dire, qu'est-ce qu'ils vivent dans le processus créatif, et que la sortie de résidence puisse être offerte du coup au plus grand nombre. Et on l'a vécu il y a 1 mois, voilà, il y avait 70 personnes qui étaient là pour la sortie de résidence. Et d'ailleurs, il y a 2 jours, la personne de la compagnie a envoyé un mail en disant mais c'était vraiment trop bien la résidence qu'on a vécue le mois dernier, est-ce qu'on peut revenir en février, parce que pour nous c'était vraiment super de faire ce travail-là. Donc voilà, c'était un peu ça notre cahier des charges. Et on voulait aussi un logement pour pouvoir accueillir, de faire de l'accueil temporaire, des familles qui viennent voir leurs enfants qui vivent, leurs enfants adultes qui vivent ici aux Amalias, mais aussi d'autres personnes qui viendraient de l'extérieur, qui voudraient voir comment ça marche, des stagiaires, des gens en formation. On a écrit tout ça, on a renvoyé ça au Chenley, et ils nous ont dit, ah oui, le mouton, vous l'avez bien dessiné, vous avez même choisi la couleur des yeux, et ils ont tout pris. Ils n'ont pas changé une chose à notre cahier des charges. On voulait aussi des murs lisses, parce que Estelle, elle frotte beaucoup les murs avec ses mains, et donc pour pas qu'elle s'abîme les mains, on voulait des portes de chambre avec une isolation phonique de qualité, parce qu'on voulait qu'ils puissent être vraiment dans un espace de solitude quand ils en avaient besoin. Et ils ont tout embarqué. C'était complètement fou. Pour nous, c'était un espèce de rêve. Et là, il y a quelqu'un qui prenait notre rêve, qui dit « Ok, on va le bâtir ». Et en accord avec la municipalité de Forcalquier, qui a cédé à la foncière 2300 m² de terrain dans un endroit qui est juste magnifique, ils ont investi 2 300 000 € et construit 600 m² de logements et de salles. Et ça, c'est fou. Voilà, c'est cet endroit où quand, en tout cas l'expérience vécue, qu'on a vécue, là, c'est on porte un rêve, on ne sait pas du tout comment ça va atterrir, et puis en le partageant, à un moment, ça va toucher quelqu'un
pour qui il y a une résonance et qui contribue plus qu'activement à la réalisation de ce rêve-là. Ouais, le pouvoir de la manifestation quand on a confiance aussi dans le fait que ça puisse se réaliser, parce que vous avez tout mis en œuvre. En tout cas, vous, comme je disais tout à l'heure, vous êtes autorisé à rêver, mais à aller vraiment jusque dans le détail de ce à quoi ça pourrait ressembler. Enfin, c'est un sacré parcours aussi. Je crois que tu me disais que ça vous a pris du temps quand même de poser tout ça. Oui. Ouais. Forcément. Là, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. La pièce dans laquelle on est, pour l'instant, il y a des sacs de plâtre par terre. Il y a du bois avec des pointes. Le rêve, il n'est pas né hier. On en a parlé tout à l'heure. Voilà, il y a des choses qui se sont déclenchées pendant le confinement pour vous. Et voilà, ça va atterrir dans 9 mois, 12 mois. Donc oui, bien sûr que c'est un parcours. Bien sûr que ça prend du temps. Et en même temps, ce rêve un peu fou, si on ne l'avait pas posé et si on avait cherché à tout caler au démarrage, on n'aurait jamais pu faire ça. Et c'est vraiment les rencontres. Et je me rappelle très bien quand le directeur de la foncière est venu à la maison, il a voulu rencontrer Lucille et qu'ils ont eu une discussion tous les deux. Il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui a été profondément touché et qui a participé de ce mouvement-là. Donc c'est à la fois des dynamiques entre une municipalité, une association locale, une foncière et des personnes. Il y a des personnes à l'intérieur de ces organisations et de ces institutions qui vont être touchées, qui vont vibrer quelque chose ensemble, qui va créer un mouvement commun qui peut transformer les choses concrètement. Qu'est-ce qui se passe une fois l'installation de la coloc faite? On vous livre cette maison, la colocation s'installe. Comment est-ce que ça vit à l'intérieur? Comment est-ce que ça... Je ne sais pas si le terme est juste, mais on exploite ça en fait. Comment est-ce que l'on vit dans cette collectivité? C'est une très bonne question et qu'on avait anticipé, bien entendu, parce que avant que le chantier soit livré, c'était en novembre 2021. Estelle, Lucille et Robin s'étaient rencontrés, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et on a fait le choix que la colocation commence à exister. On voulait vérifier qu'ils avaient envie de vivre ensemble et qu'ils pouvaient vivre ensemble. Et donc nous, on a quitté notre maison et on a pris un appartement avec Marie et Emma pour que les colocs puissent vérifier leur envie de vivre ensemble. Donc Lucille vivait à plein temps dans notre maison et Robin la rejoignait une semaine par mois, Estelle aussi, et ce pendant 2 ans. Et par rapport à ta question, Romain, qui est hyper importante, c'est que nous, on était particulier employeur, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on avait un lien direct d'employeur avec les personnes qui accompagnaient Lucille. On a dû faire en 15 ans, je ne sais pas, 40 contrats de travail, quelque chose comme ça, de gens qui venaient dans notre maison accompagner Lucille au quotidien. La maman d'Estelle était aussi particulier employeur et Robin, lui, était accueilli en institution. Donc, on avait des configurations différentes et notre préoccupation, à partir de l'expérience qu'on avait vécue, c'était ok, Lucille va vivre chez elle physiquement, dans sa maison, mais comment l'accompagnement il se poursuit au-delà de nous? Comment ça nous survit, ça? Parce que nous, on portait la charge de l'employeur, les porteurs de projets, le suivi des chantiers, bon, tout ce qui se passe à ce moment-là, avec une densité j'ai envie de dire, une complexité inhérente à ce type de dossier, la recherche de financement et la multiplicité des partenaires. Mais on s'est dit, mais nous, notre envie, c'est pas de continuer à piloter ça au quotidien. Il faut que Lucille puisse être dans sa vie sans nous. Et c'était sa demande et c'était notre aspiration. Et donc là, on s'est dit, en regardant l'offre locale en termes d'accompagnement à domicile, on dit, il n'y a pas ce qu'on veut, en fait, il n'y a pas ce qu'on a déjà créé en termes de posture, d'attention. On ne voulait pas des professionnels qui viennent s'occuper d'eux. C'est pas ça. On voulait des gens qui viennent vivre avec.
Et on est hyper attentif aussi au vocabulaire qu'on utilise. On ne vient pas s'occuper d'Estelle et Robin, on vient les accompagner dans leur vie, dans leurs éléments de vie. On ne vient pas s'occuper que de leurs besoins primaires. Ça fait lever personne le matin, de manger, de boire, de se laver, d'aller aux toilettes. C'est pas ça un mouvement de vie. C'est qu'est-ce que chacun a envie d'amener dans le monde. Et je le disais tout à l'heure, pour nous, chacune, quoi qu'elle est, a quelque chose à amener au monde. Et c'est vraiment dans cette direction de comment accompagner les élans, comment on les écoute, comment on les découvre, comment on se laisse surprendre pour permettre effectivement à chacun d'aller dans sa vie. Et pour permettre cette réponse, on s'est dit, en fait, on va créer une coopérative de service à la personne qui va assurer la fonction employeur que les parents ont portée jusque-là. Et cette coopérative, on va avoir des collèges de sociétaires, et les premiers sociétaires, ce sont les colocataires. Et quand on y pense, c'est juste du bon sens, en fait. Les gens bénéficient d'un service d'accompagnement dont ils sont les pourvoyeurs de fonds. C'est quand même pas complètement idiot qu'ils aient quelque chose à dire sur comment ça passe au quotidien. Le deuxième collège, ce sont les salariés qui sont majoritaires. C'est eux qui font tous les jours, qui sont là. Ils sont quand même les mieux placés pour voir ce qui se passe au quotidien et réajuster les besoins éventuellement. Le troisième collège, ce sont les tuteurs qui ont une représentation légale de leur enfant adulte à l'intérieur de la coopérative, et ils ont des choses aussi à dire en tant que parents. Et puis le quatrième collège, c'est ce qu'on appelait les partenaires ou les amis, les gens extérieurs, parce que pour nous, c'était super important qu'il y ait des gens qui ne soient pas dans le quotidien, qui puissent participer à la gouvernance de la structure pour garder les fenêtres ouvertes. Quand je dis garder les fenêtres ouvertes, c'est que dans l'accompagnement de la grande dépendance, c'est très facile de se laisser prendre par les tâches quotidiennes qui peuvent accaparer toute l'attention et toute l'énergie. Mais si je fais ça et que je ne suis plus à l'écoute des élans, comme je le disais tout à l'heure, on n'est plus au cœur de ce qu'on voulait offrir. Donc on a créé cette coopérative qui aujourd'hui a plus de 29 sociétaires. Et on a souhaité que cette coopérative fonctionne en gouvernance partagée, c'est-à-dire qu'il y a des cercles. Le cercle vie de la coloc qui concerne tout ce qui concerne la vie quotidienne, et le cercle général qui a pour mission principale l'administration de l'entreprise, et au sein de laquelle les salariés prennent des rôles et des responsabilités, et les colocataires. C'est-à-dire que les colocataires participent au cercle général de la structure. Ils sont sociétaires, ils sont bénéficiaires d'un accompagnement, mais ils sont sociétaires de l'entreprise qui emploie les gens qui les accompagnent. Et ça leur donne aussi une responsabilité, la capacité, le pouvoir de dire ce qui leur va, ce qui leur va pas. Et aussi, j'ai envie de dire, il y a une dimension aussi politique là-dedans. C'est-à-dire qu'ils deviennent aussi des citoyens comme vous et moi. Auquel titre? Parce que tu as un handicap, tu n'as pas le droit d'être sociétaire d'une entreprise ou d'être vice-président d'une association, comme c'est le cas de Robin aujourd'hui. Donc la réponse, on l'a construit comme ça. Et c'est un long chemin. Voilà, la gouvernance partagée, ça ne se décrète pas, ça ne se construit pas à pas. Et force est de constater que ce changement de paradigme, il vient nous chercher chacune et chacun dans nos fondements, dans notre rapport au pouvoir, dans notre représentation du pouvoir, comment articuler finement une saine verticalité et une saine horizontalité. Ça reste un chemin quotidien pour chacune et pour chacun. Et donc, il y a des moments de difficulté, il y a des crashs. C'est pour ça aussi qu'on prend soin depuis le début, d'avoir des personnes extérieures à la vie quotidienne de la colocation qui viennent réguler des temps, il y a de l'analyse de pratique professionnelle qui est faite par un professionnel extérieur. Il y a des gens qui viennent accompagner la régulation de la vie de l'entreprise qui sont aussi extérieurs. Il y a des temps de cohésion d'équipe. Il y a des espaces pour pouvoir poser des paroles et nommer les tensions. Voilà, après ça, j'ai envie de dire, c'est la vie de chaque entreprise, à la différence près que là, on est dans de l'accompagnement à la vie quotidienne. Et donc, quand le système dérape et s'il y a des trous dans la raquette, les gens qui payent les frais, ce sont les personnes dans leur vie quotidienne. Et donc,
Il y a une tension là. Ce que disait une des accompagnantes que je trouvais très juste, je ne sais plus quelle métaphore elle prenait, mais en gros, on n'est pas en train de faire des pizzas, et j'adore les pizzas, mais s'il n'y a pas de pizza demain, ça va quoi. Par contre là, si tu n'as personne pour accompagner Robin ou Estelle demain, comment tu fais? Donc là, il y a un endroit de tension qui collectivement est assez, pas assez, très très impliquant. Voilà. Et donc ça rajoute une difficulté à tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Oui, une difficulté, et à la fois c'est extrêmement réhumanisant quelque part. Enfin, tu vois, quand on t'entend parler et tu replaces vraiment le sens même de ce que ça veut dire qu'être humain, enfin, et la place qu'a chacun, encore une fois, c'est pas parce que visiblement tu n'as pas accès à la parole ou tu es porteur d'un certain handicap que tu ne peux pas être à la gouvernance d'une entreprise, que tu n'as pas le droit à ton vote, à ta voix au chapitre, à choisir avec qui tu as envie de vivre et ne pas vivre. Je suis pas sûre qu'on l'entende partout, et j'imagine bien le chemin sinueux pour arriver à mettre ça dans la matière, vraiment à porter ce projet-là jusqu'au bout. Oui, c'est un chemin sinueux. Moi, j'utilise à dessein, c'est un combat quotidien, parce qu'il y a besoin de créer l'espace, et quand l'espace est créé, il faut le maintenir. C'est-à-dire que sinon, ça se referme tout seul. Oui, c'est pas donné et en même temps, et c'est vraiment quelque chose qu'on porte en termes de discours au sein de l'écosystème dans lequel on évolue. C'est juste défendre des droits élémentaires, en fait. C'est écrit dans la Constitution des droits de l'homme, dans la Convention des droits des personnes avec handicap qui est écrite à l'ONU. On n'invente rien, on essaye juste de défendre des droits élémentaires des personnes qui ne peuvent pas les défendre seules. Et des fois, ça crée une tension, en fait. Ça crée une tension entre l'énergie, le temps, les compétences, les moyens financiers que ça demande pour faire respecter ces droits élémentaires. Et donc, ça pose une question plus profonde. Qu'est-ce qui fait que dans notre société, on soit obligé de faire tout ça juste pour défendre ces droits de base? Est-ce que c'est nous qui sommes un peu des ovnis, ou est-ce que c'est ce qu'on a construit collectivement, en fait, qui a laissé de côté des gens juste parce qu'ils avaient un handicap? Et pour moi, ça pose une question politique hyper profonde, en fait, cette réalité-là. Et quand on rencontre nos partenaires institutionnels, personne ne nous dit que ce qu'on fait, c'est débile. C'est du bon sens, en fait. Mais ce bon sens, une fois de plus, il est pas donné. Et effectivement, c'est un énorme travail. On est à peu près 25 ans après, même beaucoup plus, si je repense à ta scène dans le train, où tu t'assois à côté de ce jeune homme. Aujourd'hui, tu revivrais cette scène-là, tu te réassirais à côté de ce jeune homme. Enfin, ce jeune homme se réassirait à côté de toi, plutôt, puisque c'est dans ce sens-là. Qu'est-ce que ferait le Gilles d'aujourd'hui? Quels sont tes apprentissages? Tu nous as déjà transmis énormément, tu vois, mais... La première chose que je ferais, c'est que je le regarderais et que je m'adresserais à lui, en fait, à la première personne du singulier. Et que, voilà, je te vois, et je te vois, est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que tu as besoin d'aide? Et je m'adresse à lui, entre guillemets, normalement, en équivalence, en fait. Créer cette relation d'équivalence avec quelqu'un qui est très différent de nous, c'est hyper important, en fait. Et de voir la capacité d'autodétermination de cette personne.
c'est pas parce qu'il est empêché qu'il n'est pas en capacité d'autodéterminer sa vie. Et voilà, c'est aussi un cadeau de ce chemin et laissé par Lucille, parce que j'ai pas dit en fait que Lucille est décédée il y a 14 mois maintenant, 6 mois après avoir aménagé chez elle avec ses amis, ses amoureuses. Comme si elle avait amené quelque chose à destination et qu'elle laissait une place. Et donc ça, c'est aussi, bien entendu, avec elle que j'ai fait ce chemin-là. Avec elle et avec tous les gens qui étaient là. Je dis je, et je pense pas que à moi, je pense à Marie, je pense à son frère, à sa sœur, Maxime, Emma, et tous les gens qui l'ont rencontrée. Et qui en un moment ont été touchés par qu'est-ce qui se passe là, je comprends pas tout en fait dans cette rencontre, mais je comprends qu'il y a quelque chose qui me bouge, qui me transforme, qui me transforme. De quoi le projet a-t-il besoin? Est-ce qu'il y a, tu vois, si tout ce que tu partages touche aussi certaines personnes qui écouteront cet épisode-là et qu'elles ont envie d'entrer, enfin voilà, que ça résonne d'une manière ou d'une autre et qu'elles ont envie de s'investir à petite échelle ou à plus grande échelle, ou tu vois, est-ce que le projet a besoin d'être soutenu et si oui, à quel endroit? Oui, ça faisait aussi partie de ta question, Romain, tout à l'heure. Moi, ça fait 15 ans que je travaille dans l'accompagnement, je l'ai dit tout à l'heure, donc j'ai ma propre activité. Donc, je suis témoin de pas mal de projets d'entreprise de tailles très différentes, dans plein de secteurs différents. Et là, ce qu'on a vécu, c'est que l'innovation sociale, là, dans ce secteur-là, et même si ça reste à toute petite échelle, financièrement, c'est hyper difficile, quoi. Il y a vraiment marché ce chemin de pionnier dans un secteur qui crée de la richesse humaine, qui crée du bien commun au sens de faire une communauté humaine, faire fraternité, trouver un endroit d'apaisement par rapport à ces endroits de vulnérabilité et de fragilité, et ben c'est pas rémunérateur. C'est-à-dire que la seule manière de faire avancer ce qu'on a fait, c'est de répondre à des appels à projets, solliciter la générosité des individus et des entreprises, et mettre une énergie et un temps sans le compter de bénévolat pour que le truc tienne debout, parce que sinon le chemin il n'est pas tracé, et c'est toute la dynamique des pionniers. La particularité, et pour moi c'est hyper important de le dire là, c'est que j'ai l'impression aujourd'hui dans ce qu'on vit là, que le bien-être et la richesse humaine n'a pas de contre-valeur financière immédiate. Et donc très concrètement, les besoins qu'on a aujourd'hui, c'est de soutien financier pour continuer à partir de ce qui est là et du potentiel de ce lieu, de ce petit écosystème fertile où on peut déployer l'autodétermination, la souveraineté d'être et d'agir, quelque chose de l'ordre d'un écosystème régénératif. J'ai pas parlé de la qualité des bâtiments, mais c'est aussi des bâtiments très peu consommateurs d'énergie. Donc, je ne peux pas tout déplier, mais j'ai envie de dire, on coche plein de cases qui sont dans le respect du vivant. Et on a beaucoup de mal sur le plan financier. Voilà. Et donc là, ça crée une tension qui rend le chemin vraiment difficile. Où est-ce qu'on peut vous suivre là pour justement toutes celles et ceux qui se sentent appelés à soutenir aussi le projet? Comment est-ce qu'on peut faire concrètement?
Alors concrètement, aujourd'hui, sur le site internet d'Ensemble Différent, il y a un petit pop-up là qui apparaît avec une petite vidéo qui permettra aussi de rentrer à l'intérieur de la colocation, de voir Estelle, de voir Lucille, de voir Robin, de voir les accompagnants. Ça, c'est et du coup, de faire un don, très concrètement. Et c'est aussi possible sur LinkedIn, il y a un compte pour la coopérative Copilote ta vie, dans lequel il y a aussi un autre film. Et il y a un appel à dons Ulule pour la coopérative, puisque du coup on a deux structures juridiques, l'association qui a porté le projet, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a créé une coopérative pour assumer et assurer la fonction employeur de l'accompagnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que je le précise, le handicap n'a pas de RTT, n'a pas de vacances, n'a pas de week-end, c'est tout le temps. Et donc la contrepartie financière est à la hauteur de ce 24 heures sur 24, 365 jours par an. Pour les dirigeants qui nous écoutent là, imaginez que votre boîte tourne 365 jours par an, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Traduisez ça en volume financier et regardez ce que ça représente. On rentre dans des échelles qui sont pas dans nos cadres de référence habituels. La grande dépendance, c'est ça. On mettra bien sûr tous les liens aussi dans cet épisode et donc vous retrouverez toutes les ressources, les vidéos. L'album aussi de Lucille. L'album, les chansons pour écouter, Lucille. Évidemment. Gilles, est-ce qu'il y a autre chose dont on n'a pas parlé qui est important pour toi de transmettre aujourd'hui ? C'est vous qui venez de le nommer. Le groupe de Lucille s'appelle Les Passeurs de Silence. Et peut-être que c'est ça que j'ai envie de dire et qui est important, c'est de prendre le temps d'écouter le silence. Et j'ai envie de remercier toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont permis que ce chemin se construise de près, de loin, d'ici ou d'ailleurs. Toutes les personnes. C'est hyper important pour moi de nommer ça. Il y en a tellement que je pourrais pas le faire individuellement, mais voilà, je suis en lien avec chacune et chacun qui à un moment est venu soutenir. Merci Gilles. Merci Gilles parce que je crois que tu viens d'ouvrir une porte pour toutes celles et ceux qui sont arrivés à cet instant du podcast, qui vont, je crois, avoir l'envie de s'autoriser à rêver ou se réautoriser à rêver. Qui vont maintenant faire la rencontre de Lucille, cette poétesse, cette écrivaine, qui vont la découvrir au travers des textes et des chants. Tu l'as dit, le bien-être et la richesse humaine n'a pas de contre-équivalence financière immédiate, mais tellement d'autres choses.
En fait, ce qui compte, on peut pas le compter. C'est peut-être ça, en fait. Et moi, je repars avec un élément qui est hyper important, je l'ai noté, c'est créer de la relation d'équivalence à celui qui est différent. Et je ne verrai plus mes rencontres, mes interactions et mes échanges avec l'autre de la même façon à partir de maintenant. Merci Gilles. Merci beaucoup. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt!